Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci à tous d'être venus, ainsi qu'à nos 4 intervenants. Donc, je m'appelle Rémi, voici Quentin et Quentin. Nous sommes membres du pôle Ciné, qui est une association de Grenoble École de Management. Nous allons ici animer pendant environ 1 heure et demie une table ronde autour du cinéma américain et du soft power au XXIe siècle. Donc vous allez pouvoir interagir tout au long de la table ronde avec nos 4 intervenants en leur posant des questions. Un micro circulera dans la salle tout au long de la table ronde. Nous laisserons également à la fin, si le temps nous le permet, 5-10 minutes de questions supplémentaires. Donc cette table ronde est l'occasion de revenir sur l'histoire d'Hollywood et du cinéma américain liée au soft power. Ça a contribué donc à la naissance et à la construction de l'identité nationale américaine. Ce sera également l'occasion d'aborder le rôle du cinéma américain en tant qu'outil de puissance lié avec le pouvoir américain et son hard power. Et enfin, nous traiterons des menaces présentes aujourd'hui qui planent sur Hollywood et qui émergent sur la scène mondiale au XXIe siècle. Donc on pense également notamment à la Chine qui a une mainmise de plus en plus importante sur Hollywood. Donc je vais maintenant laisser nos 4 intervenants se présenter tour à tour. Bonjour, Pierre Conessa. Je suis retraité, c'est ma situation la plus stable. Sinon, antérieurement, j'ai travaillé une trentaine d'années au ministère de la Défense dans les affaires stratégiques, l'exportation d'armement, le renseignement, etc. C'est-à-dire que je ne suis ni un chercheur, ni un spécialiste du cinéma. L'angle d'attaque dont j'essaierai de vous parler tout à l'heure, c'est la façon dont justement le cinéma hollywoodien a pensé l'autre, c'est-à-dire celui qui n'était pas américain. Mais ça, je vous garde le suspense pour tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Nachidil Roy, je suis docteur en géographie, spécialiste de géographie culturelle et politique, et j'ai fait ma thèse à Paris-Sorbonne sur l'image cinématographique de Hong Kong et l'impact de cette image pour le soft power de la Chine. Donc je travaille plus précisément et spécialement sur le cinéma et l'impact en termes géopolitiques des représentations cinématographiques. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux dans cette belle salle, merci aussi pour l'invitation. Je m'appelle Alexandre Andorra, je travaille sur 2 sujets principalement, je suis politologue. Le premier sujet, c'est principalement des statistiques, du data journalisme sur la politique française. Donc j'ai notamment cofondé le premier site français d'agrégation de sondage qui s'appelle comptedefait.org. Et en parallèle, je travaille donc sur les États-Unis, principalement sur la géopolitique, moins sur le cinéma. Donc je serai plus là pour le côté soft power. Et voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Bourgois, moi je suis seulement au cinéma. Je suis enseignant de cinéma à l'université de Grenoble et je travaille donc beaucoup sur le cinéma américain et les séries américaines contemporaines, enfin, depuis évidemment Twin Peaks, The Wire, etc. Et je travaille beaucoup sur justement une certaine définition, alors très complexe, très protéiforme, ça, de l'identité américaine. Alors même si évidemment c'est trop rapide de parler comme ça, mais comment voilà, les États-Unis se sont construits par une réflexion spécifiquement cinématographique sur leur histoire, leur identité, tous les conflits internes qui ont pu l'habiter. Donc voilà, c'est à ce titre-là que je vais parler. Merci. Merci à vous. Je vais commencer par une première question qui rejoint un peu ce que vous venez de dire, Monsieur Bourgois. Je voudrais d'abord rappeler un fait historique, c'est la proclamation aux États-Unis en 1890 de la fin de la frontière. Et je voudrais savoir comment le cinéma, en se saisissant immédiatement de ce mythe de la frontière, notamment à travers le western, qui relaie une certaine vision de l'Amérique jeffersonienne, disons, comment ce cinéma a contribué à la naissance de l'unité et de l'identité américaine?
Ouais, bah peut-être quelques éléments. Oui, c'est vraiment une belle question, puisque c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire du western. Oui, on a ce paradoxe qui est évidemment, je vous apprends rien en vous disant que le cinéma, c'est 1895, début du XXe siècle, année 10, c'est déjà la grande puissance d'Hollywood qui est déjà en marche, etc. Et donc il y a ce paradoxe de réactiver quelque chose de l'idée de la frontière, mais en même temps de partir du fait qu'elle est déjà finie. Donc oui, ça va traverser. Alors c'est toujours dans l'histoire du western, alors globalement en termes d'Est et d'Ouest, que ça va se passer, la vie sauvage, une certaine opposition aussi à l'État fédéral parfois, etc. Et donc la vision romantique, parfois très aristocratique aussi, d'un certain idéal de liberté et la façon dont l'identité américaine va se construire, alors soit en allant contre cet esprit, soit en essayant de le réactiver différemment. Donc c'est la grande question du western. Et de ce point de vue-là, par exemple, évidemment, Ford est peut-être le plus grand cinéaste à avoir fait des westerns. Et L'homme qui tua Liberty Valance, ça repose là-dessus. Comment on passe d'un état soi-disant sauvage, alors avec ce que ça peut avoir de positif et de négatif, parce que si on laisse à l'état sauvage, c'est aussi la loi du plus fort qui est en place, etc. Et comment, par un relais symbolique, le fameux, tout ce qui se joue autour de savoir qui a tué le fameux Liberty Valance, comment on passe d'un certain état à un autre. Donc il y a à la fois une certaine légitimation d'un modèle ou des institutions qui sont en train de se mettre en place, mais aussi une réflexion extrêmement mélancolique, c'est pour ça qu'on a parlé de western crépusculaire, sur tout ce qui est aussi en train de se perdre et tout ce à quoi les nouvelles générations d'Américains n'auront pas accès. Et alors, bon, je finirai juste là-dessus. Évidemment, dans cette idée, il y a Vachel Lindsay, par exemple, au début du siècle, a bien pensé l'idée que, dès le début, le cinéma hollywoodien, par ses récits, ce qu'il appelle les récits de splendeur, alors il y a les récits de splendeur religieux, il y a les récits de splendeur patriotique, etc., mais a pensé et a cherché à donner à comprendre quelque chose de l'histoire et de l'identité américaine par des moyens spécifiquement cinématographiques, ce qui est tout à fait passionnant. Juste un mot sur le western. Moi, mon propos consiste à analyser les mauvais films. Parce que vous êtes sans doute comme moi, aux États-Unis, vous avez remarqué qu'il y a des drapeaux absolument partout, sur le barbecue, la voiture, le toit de la maison, etc. Et je me suis dit, comment peut-on être si fier d'un pays qui a quand même été esclavagiste, ségrégationniste, raciste encore aujourd'hui, génocidaire à l'égard des Indiens, et puis finalement encore impérialiste. Donc je suis rentré dans une librairie, j'ai demandé, je voudrais voir vos livres d'histoire. Et le type me dit, nous, on n'a pas de livre d'histoire. Il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale, d'ailleurs, aux États-Unis, donc c'est de la responsabilité des États. Et je me suis dit, tiens, la guerre de sécession racontée en Caroline du Nord ou en Californie, ça ne doit pas être pareil. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait le seul récit national c'est Hollywood qui l'a fait. Alors prenons le cas du western. Il y a eu 2700 westerns faits entre, si je ne m'abuse, entre 30 et 1954, qui est quand même la grande époque du western. Moi je pars du principe que ce sont les mauvais films qui font l'opinion, c'est pas les bons. Vous êtes comme moi, vous en avez vu une trentaine d'excellents, vous n'avez pas vu les 2870 si vous voulez, qui sont ceux qui ont été le quotidien de l'ensemble des Américains qui vivaient dans le Middle West, en Californie, partout, pour qui l'Indien était par nature le sauvage. C'était la concrétisation par le western de la destinée manifeste. C'est-à-dire que tous ces gens-là, d'ailleurs, ils étaient à moitié nus, et puis d'ailleurs, ils prenaient le scalp, et donc c'était des sauvages cruels qu'il fallait éliminer. Et donc, moi, j'insiste sur le fait que les bons films, enfin, ceux qu'on appelle les bons films, c'est-à-dire ceux pour lesquels on pense qu'il y a un second degré, moi, je suis resté sur les films qui sont du premier degré. Et les films du premier degré, ça donne une image des Indiens qui est absolument extraordinaire, puisque évidemment, je pense qu'Hollywood en a tué de plus d'ailleurs que les guerres indiennes, hein, parce que si on calcule tout ce qu'ils ont tué au cours des 2700 westerns, on décuple probablement le nombre d'Indiens ayant vécu. Par contre, le retard entre Hollywood et la réalité historique, c'est-à-dire à partir de quel moment Hollywood a commencé à donner aux Indiens une place qui n'était pas celle du preneur de scalp et du sauvage, il faut quand même penser que la femme indienne jouait un rôle dans la censure américaine, puisque comme elle était sauvage, on pouvait de temps en temps voir ses jambes, tandis que les femmes de cow-boy, comme vous avez remarqué, elles avaient toujours des robes à crinoline. Donc si vous voulez, l'autre, en l'occurrence l'Indien, était en quelque sorte un contre-type dont le western s'est servi pour éventuellement violer quelques codes moraux. J'en termine sur un épisode que je trouve extraordinaire. Vous savez qu'à la fin des guerres indiennes, donc, le gouvernement américain a obligé à une grande migration des Indiens qui sont partis des endroits d'où ils étaient pour aller vers le Nord Dakota, dans ce qu'on appelle la marche des larmes, dans laquelle les Indiens sont partis sans rien prendre de tout ce qu'ils pouvaient en prendre. Pratiquement un tiers des Indiens sont morts pendant la marche des larmes. Hollywood a mis 40 ans à faire un film sur cet épisode.
C'est-à-dire le premier film doit être fait en 65, quelque chose comme ça. Voilà, donc moi c'est ce côté-là qui m'intéresse, hein, c'est les mauvais films. Et j'y reviendrai, j'en ai plein en réserve. Allez-y, pardon. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, il y a pas mal de spécialités différentes et d'intérêts, de points d'intérêt différents qui s'agrègent. Je trouve ça très intéressant. Moi, du coup, j'ai ma vision de géographe et ce qui m'intéresse particulièrement dans le western, c'est le rapport entre justement ce qui est filmé, et le héros, mais aussi le lieu dans lequel il est filmé. Et c'est particulièrement important dans le cas du western, où on se rend compte souvent que finalement le véritable héros du western, c'est pas le héros, le personnage, c'est le territoire lui-même. On le voit par exemple dans les noms des westerns. Je vous en cite quelques-uns: The Arizona Kid, The Oklahoma Kid, The Michigan Kid, The Kid from Texas, The Arizona Cowboy, The Lady from Texas, et on peut en citer pléthore. Vous avez vu comme moi d'autant de mauvais, alors c'est bon. On voit qu'on a aussi des goûts similaires en plus. Alors ça signifie évidemment pas que les lieux filmés soient, les lieux représentés soient les lieux dans lesquels le film a été réellement filmé, hein. Vous le savez très bien. On parle par exemple des western spaghetti qui ont été filmés notamment en Espagne, mais ça a aussi beaucoup été filmé aux États-Unis et notamment dans le Nevada, le nord de l'Arizona et le sud de l'Utah, qui ne furent en fait pas du tout traversés par les chemins de fer. Et c'est dans ces lieux que furent réalisés une grande partie des films qui en fait ne montrent jamais ces territoires-là. Pourquoi du coup on les montre? Qu'est-ce qui compte dans cette démonstration du territoire, dans la manière dont on filme le territoire? Pourquoi on filme ces territoires-là? Eh bien, ce qui est intéressant dans le cas du western, c'est qu'on opère un rapprochement entre l'Amérique et l'Ouest, entre du coup l'Amérique et des territoires de désert et de montagne. Le paysage qui est filmé, c'est toujours un paysage qui est beau, majestueux, souvent très impressionnant, hein. Ses limites, ce sont souvent l'infini ou la ligne d'horizon. Et symboliquement, c'est un territoire qui porte les mœurs et les valeurs américaines. On parle de la nature sauvage, qui est quelque chose de très important aux États-Unis, hein. Le concept de wilderness, de wild, c'est quelque chose qui incarne aussi les États-Unis. C'est d'ailleurs un mot qui est assez complexe en anglais. Et donc cette nature sauvage qui est le plus souvent incarnée par un paysage qui mélange la montagne, le désert, la prairie, on a l'impression que ça insiste, hein, sur la fusion entre les diverses composantes d'un peuple qui est en cours de création dans le western et qui se définit lui-même, qui s'identifie lui-même à travers son espace national. Et du coup, la représentation cinématographique complètement fantasmée de cet espace, parce qu'on est bien entendu là dans le cadre d'un fantasme représentationnel et d'un fantasme ciné-géographique. Du coup, moi, ça m'intéresse particulièrement parce qu'on voit là l'interaction entre la géographie, le soft power et le cinéma. La nation, les États-Unis en tant que nation, sa géographie et ses paysages sont, dans le cadre du western, portés à l'écran de manière à réinventer l'espace pour soi-même et pour le reste du monde aussi, hein, puisqu'il y a un récit national, mais il y a un récit pour autrui, pour les autres. Ce sont des films, c'est une industrie qui a vocation aussi à l'exportation. Et donc, c'est ce qui a été dit juste avant, également pour proposer une histoire qui est une histoire totalement revue et corrigée. Celle d'un territoire national qui est réapproprié, celle d'un passé qui est plus acceptable, qui est plus enviable pour soi-même et pour les autres nations. Donc on développe un imaginaire pour le public américain, mais aussi pour le public européen, sur la conquête de l'Ouest, et donc sur une partie quand même essentielle de l'histoire des États-Unis, qui s'est fondée à partir de la richesse et de la profondeur, de la beauté des paysages du western, dans le cadre de ces représentations, de ce fantasme
représentationnelle cinématographique. Alors que dans les faits, et c'est ce qui a été dit juste avant, la conquête, elle a été bien entendu brutale, elle s'est déroulée dans des paysages qui sont souvent beaucoup plus monotones que ceux qu'on voit dans les films, et qui sont bien sûr fort éloignés des somptueux décors fordiens. Donc moi je trouve que c'est particulièrement intéressant là, dans ce qui nous réunit, parce que ce qui compte en dernier ressort, c'est pas la réalité froide et abstraite de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, c'est pas les paysages tels qu'ils étaient quand il y a eu telle ou telle bataille ou quand il y a eu telle ou telle conquête, mais davantage la perception produite par une représentation qui, bien sûr, elle est inexacte, mais elle suscite l'adhésion du public qui est séduit par la tentation de l'imaginaire. Et c'est bien de ça dont on parle quand on parle du rapport entre cinéma et soft power. Monument Valley, qui est l'arrière-fond des films de Ford, est un endroit. Le Monument Valley, vous savez, c'est cet extraordinaire paysage avec des pics de granit, est un endroit qui est totalement vide. Mais Ford s'en est servi pour faire effectivement ces paysages, puisqu'on ne peut pas trouver mieux. Oui, moi effectivement, je vais revenir sur cette notion de territoire, parce que c'est quelque chose de très important, c'est éminemment lié à cette construction du roman et de l'identité nationale américaine tout au cours du 19e siècle, en fait. Et on a parlé tout à l'heure au tout début de donc, la fin de la frontière, 1893, si je me souviens bien, par Frederick Jackson Turner, de son petit nom. Mais avant de parler de la fin de la frontière, j'aimerais bien revenir au début de la frontière. Et en fait, effectivement, pour du coup revenir sur cette idée qu'il y a beaucoup plus de complexité et de nuances que dans le récit qu'on en a, nous, à travers la majorité des films, enfin, en tout cas, à travers les films qui nous atteignent en Europe. C'est que il y a 3 frontières en fait chronologiquement. Il y a une première frontière des Appalaches au Mississippi, ensuite du Mississippi aux Rocheuses et des Rocheuses au Pacifique. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces frontières a une fin finalement, et qu'à chaque fois la fin de cette frontière est interprétée de manière différente. La première frontière, elle est vraiment assez idéaliste, jeffersonienne, comme vous disiez. Donc Thomas Jefferson, qui est le président à l'époque début du 19e siècle, qui envoie l'expédition Lewis et Clark, qui sont chargés donc à la fois d'étudier le territoire, la faune, la flore, mais aussi, et là on reconnaît bien les Américains, d'étudier les possibilités commerciales, puisque le but est en fait de trouver les voies navigables qui permettent d'aller vers le marché asiatique, déjà à l'époque. Là, la frontière a vraiment une image entre, comme disait Guillaume, la nature à apprivoiser et véritablement la civilisation, où donc là on fantasme beaucoup sur des communautés locales qui n'ont pas besoin d'État, qui se gèrent entre elles. Ensuite, la deuxième frontière qui, elle, là ça commence à tourner un peu mal, parce qu'on envoie les Indiens qu'on n'a pas réussi à assimiler sur la première frontière, on les envoie sur la deuxième frontière. Et là, en fait, c'est une frontière qui ressemble plus à des rejetés en fait, de la civilisation qu'il y a plus à l'est. Et au fur et à mesure, on va vers le Far West, vers le Pacifique. Et là, c'est véritablement la frontière de la destinée manifeste, avec les Américains et leur humilité légendaire, où bon, bah voilà, ils ont tout conquis. Ils ont conquis ce territoire exceptionnel, infaillible, avec des ressources naturelles exceptionnelles. Ce qui est vrai, c'est un territoire immense et incroyablement riche. Et donc, à partir de là, c'est à peu près à cette époque-là donc, que Turner, dont je parlais tout à l'heure, parle de la fin de la frontière. Et en fait, pourquoi il parle de ça ? Parce qu'il estime que la frontière est éminemment liée au fait d'être américain. Que c'est ça qui distingue l'Amérique, les États-Unis, de l'Europe. Je crois même qu'il dit que c'est la ligne la plus rapide vers l'américanisation. Et donc, en fait, il s'inquiète du fait que s'il n'y a plus de frontières, qu'est-ce que ça veut dire être américain ? Et les républicains vont lui donner une réponse assez rapide, puisque Theodore Roosevelt, qui devient président peu de temps après, lui est adepte d'une doctrine Monroe
qui date, elle, du début du 19e siècle, mais une doctrine Monroe sous stéroïdes. Globalement, la doctrine Monroe, c'est l'Amérique aux Américains, enfin, l'Amérique aux États-Uniens, plus exactement. Et donc, ça veut dire, c'est un message aux Européens pour dire, bon, bah, maintenant, on a conquis tout notre territoire national, on va s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous, et on vous conseille de ne pas trop venir voir ce qui se passe ici, et on va vous remplacer, globalement. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière parce que je suis très étonné que vous commenciez par le western. Parce en même temps, j'en comprends parfaitement la logique, puisque c'est quand même la plus formidable intoxication, la plus formidable opération de propagande, puisque ça consiste à présenter les cow-boys comme les gentils et les Indiens comme les méchants. Donc c'est la légitimation d'un génocide. Hein. C'est quand même ça, en gros, si on veut bien revoir l'histoire comme ça. Mais par contre, je suis d'autant plus étonné que, évidemment, vous prenez le western comme point de départ de la discussion, mais il y a eu une époque qui est antérieure, parce que le premier épisode de la vie américaine, c'est la guerre de sécession. Et la guerre de sécession, et le cinéma va la traduire, notamment à travers les Noirs, notamment dans le cinéma muet. C'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce que ces gens-là valent la peine qu'on se massacre pour eux? Tous les personnages de Noirs qui sont dans La naissance d'une nation, qui vont être dans N'importe le vent, etc., sont des personnages de Noirs secondaires, qui n'auront pour la première fois place dans le cinéma qu'à partir des affirmative action. Mais vous avez des typologies, des stéréotypes de Noirs qui vont se répéter à travers tout le cinéma américain, qui vont être, bon, la nounou, dans Autant n'emporte le vent, la petite jeune fille idiote, le buck, c'est-à-dire le gros noir musclé qui veut se taper une blanche, et puis vous avez tous ces stéréotypes qui se répètent comme ça à l'infini. Bon, vous n'avez jamais par contre le couple blanc-noir, ça c'est interdit. Vous avez le couple blanc-indien, mais vous n'avez pas le couple blanc-noir, c'est jamais autorisé dans le cinéma américain. Et donc, en fait, le cinéma est évidemment révélateur de toute l'histoire américaine. Nous, on le perçoit surtout à travers le western, parce que c'est ça qui a marqué, en tout cas, mon enfance, peut-être moins la vôtre. Mais le premier cinéma américain, rappelez-vous que l'héroïne de Autant n'emporte le vent, qui joue la mama, devait aller assister à la première à Atlanta. Atlanta étant une ville qui avait été rasée par la guerre de sécession. Comme c'était un État raciste, elle n'a pas eu le droit d'entrer à la première. Clark Gable a refusé d'y aller. Et c'est elle qui lui a dit « Non, vas-y, tu sers plus notre cause en y participant qu'en n'y venant pas ». C'est ça le fond du cinéma américain. Il ne faut pas se tromper. Il y a de la qualité, mais c'est cette qualité qui parfois fait passer des messages politiques absolument odieux. Ouais, si je peux me permettre, on ne peut pas quand même raconter l'histoire du cinéma américain comme ça. Enfin, il y a Vanishing American de 1925, qui est déjà un western pro-indien. Enfin, et il y a toute une série de films. Le premier rôle de John Wayne, qui est dans The Big Trail, le personnage a été élevé par des Indiens. Et du coup, enfin, c'est qu'après, évidemment, ça dépend de la production, ça dépend des conditions de réception. Mais je veux dire, le rôle des Indiens n'a pas été, ça c'est aussi une façon de réécrire l'histoire, il me semble, n'a pas été systématiquement de se faire massacrer, etc. Ça peut être le cas dans certains films, mais alors peut-être des mauvais films, genre, ça j'en sais rien, mais ce que je veux dire c'est que, alors après bon... Moi j'estime que c'est la masse du cinéma qui fait l'opinion, c'est pas la qualité. Moi j'estime qu'il y a toute une série de films qui étaient beaucoup vus à l'époque, les films de Walsh, certains films de Ford, etc., qui ont pu influencer, alors influencer peut-être pas le terme, mais en tout cas développer un discours plus complexe que celui qui globalement était développé et qui ont su trouver un public. Alors après, est-ce que je ne crois pas à cette idée que ça aurait vraiment influencé au point de rendre les Américains pro-indiens, ça c'est absolument pas le cas. Mais il y avait quand même une sensibilisation à des questions, et même la guerre de sécession. Alors oui, c'est un grand tabou, mais en même temps elle est omniprésente. Si on voit la façon dont elle est traitée, très souvent, c'est un point très peu recommandable d'un personnage, le fait qu'il se soit battu du côté des Confédérés, et en plus très souvent, c'est le cas de John Wayne dans plusieurs films, il refuse la défaite des Confédérés, et il est très clairement mis en position de celui qui ne comprend pas la marche de l'histoire, selon moi. Non, mais encore une fois, c'est ce qui nous différencie. Moi, j'estime que c'est la masse de la production hollywoodienne, cette capacité industrielle qu'a Hollywood. L'invention de la notion de série B est une invention du cinéma du début, parce qu'on avait des séances à 2 films. C'est-à-dire que vous tapiez 2 westerns. Bon, dans ces 2 westerns-là, j'étais à peu près sûr qu'on massacrait quand même quelques Indiens, sinon le western n'avait pas d'intérêt. Et donc, il y avait des types d'autres, l'Indien étant constitué un fonds de commerce extraordinaire pour Hollywood,
dans lequel surnagent effectivement quelques films qui tout à coup changent, mais c'est ceux-là qu'on cite. On ne cite pas tous les mauvais. Or, ce sont les mauvais, encore une fois, qui constituaient ces projections pendant lesquelles vous aviez 2 films successivement, qui étaient en général de l'ordre de 50 minutes. C'est ce qu'on appelait les Nickelodeon, c'est-à-dire en fait des cinémas quasiment permanents où vous aviez des films en production en continu. C'était des films qui coûtaient $10 000 à faire, donc on en faisait en série. Donc voilà, mais encore une fois, je reconnais la qualité extraordinaire du cinéma américain, puisqu'ils ont réussi à nous faire avaler le génocide des Indiens comme si c'était une épopée. Oui, oui. Donc après avoir parlé de la construction historique de l'industrie cinématographique américaine, parlons désormais des relations qu'a entretenues historiquement Hollywood avec le pouvoir américain. Le cinéma américain est souvent stigmatisé pour glorifier la propre puissance des États-Unis et de son armée. Et certains analystes avancent même que Hollywood agit en propagandiste pour le compte de l'armée américaine, et ce encore aujourd'hui. Quand on pense par exemple à la manière dont les films américains ont parlé des ennemis des États-Unis pendant la guerre froide, comme par exemple je pense à Rambo, la manière dont Rambo parle des Vietnamiens, la manière dont la saga James Bond parle des Soviétiques. Donc comment, et un spécialiste qui s'appelle Jean-Michel Valentin parle de cinéma de sécurité nationale, donc pour décrire les relations qui existent historiquement entre Hollywood, le complexe militaro-industriel américain et le gouvernement de l'État. Monsieur Bourgois, pouvez-vous nous en dire plus sur cette notion de cinéma de sécurité nationale, en quoi cela caractérise Hollywood ? Alors, je suis pas sûr que je sois la meilleure, la personne la plus indiquée pour parler de cette question, parce que moi, justement, c'est pas que c'est pas forcément ça qui m'intéresse, mais que je crois aux capacités du cinéma à dépasser justement ça. Alors, je vais développer mon truc, puis après les gens réagiront. En fait, ça, évidemment, bon, il y a des enjeux, alors que ceux qui m'entourent maîtrisent beaucoup mieux que moi, des enjeux évidemment économiques, militaires, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, est-ce que voilà, un État, est-ce qu'un pouvoir peut conditionner certaines œuvres, un message souterrain, etc. Est-ce qu'il peut financer? Est-ce que même ça peut pousser certains cinéastes à traiter telle ou telle œuvre? Oui. Est-ce qu'un public peut être conditionné dans sa réception des œuvres et y voir forcément une glorification ou en tout cas une défense de l'armée américaine, par exemple, etc., etc. Oui, c'est évidemment bien le cas. Après, j'ai foi et je crois en la capacité du cinéma américain de... Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont l'identité américaine est toujours perçue comme problématique et toujours les conflits internes à cette identité sont posés. Alors ça, moi, donc je vais juste donner un exemple pour vous illustrer un peu ce que je dis. C'est que, par exemple, prenons les films de guerre de quelqu'un que vous connaissez tous qui s'appelle Clint Eastwood. Et évidemment, il y a un certain état géopolitique, certains a priori sur les films de Clint Eastwood, qui nous poussent, nous, spectateurs, à toujours les voir uniquement comme des défenses abominables de la propagande pure et dure, etc. Alors oui, non, mais de qualité, mais d'un message quand même abominable. Voilà. Et moi, je pense que c'est tout à fait faux. Alors ça se joue à 2 niveaux. Déjà, pour ce qui est de ce très beau diptyque qu'il a fait sur la bataille d'Iwo Jima, il y a quand même une complexité dans la représentation des forces américaines et de leur affrontement pendant la Seconde Guerre mondiale face au Japon, qui est quand même assez extraordinaire. Et pareil, même, alors vous allez dire que je défends l'indéfendable et je le fais sciemment, même un film comme American Sniper me semble un film, alors certes, il est très problématique dans la représentation de l'autre, et ça participe de tout ce qu'on a dit. Je pense que pour ce qui est de l'armée irakienne, c'est un film très problématique, ça d'accord. Mais c'est un film qui pense, voilà, on a un personnage qui est conditionné, presque dressé à se penser comme le défenseur de la nation américaine, et c'est donc un film qui, pour moi, pose des questions de façon extrêmement profonde et extrêmement complexe. En fait, on dit toujours ça, mais alors certes, on peut me dire c'est les films de série B, peut-être, là, j'ai pas de réponse là-dessus, mais souvent, en fait, les films qui ont été financés par ou
ou officiellement ou officieusement par l'armée américaine, pour moi, c'est forcément des films dont on ne se rappelle pas trop, ou en tout cas pas pour les bonnes raisons. Donc il y a, vous connaissez l'exemple des bérets verts avec John Wayne, il y a aussi évidemment Top Gun, etc. Et je pense que voilà, ce sont des films qui, en fait, ont échappé aussi à leur commande. Et alors ceux qui respectaient le plus cette commande, comme les bérets verts, je pense que voilà, ce n'est pas un film dont on se souvient autrement que comme un film de propagande. Et juste pour finir, parce qu'il y a la question de Rambo qui se pose. Oui, alors bon, déjà si on voit la saga Rambo, ils sont tous très différents. Le premier est très beau, je trouve. C'est sur un soldat perdu après la guerre du Vietnam, etc. Certes, encore une fois, les Vietnamiens, par contre, dans le 2, c'est tout à fait problématique. Et dans le 3, en fait, évidemment, il y a cet affrontement qui se fait. Alors c'est Rambo, on ne le savait pas, mais c'est Rambo qui tout seul a libéré l'Afghanistan de l'URSS. Après, il y a un tel excès dans ce film que moi, je pense, et c'est quand même comme ça qu'il a été perçu, les spectateurs ont très bien compris, je pense, alors c'est mon avis, ce qui était en train de se jouer derrière ce film. Et donc, voilà, pour ce qui est de sa capacité à influencer, à manipuler, je ne suis pas tout à fait sûr de ce coup-là, mais ça, c'est moi. Oui, effectivement, je vais continuer sur ce que vous avez abordé, qui est en fait j'ai beaucoup de mal vraiment avec ces thèses qui veulent que oui, finalement Hollywood n'est que un instrument du pouvoir américain. Évidemment, Guillaume vient d'en parler, il y a cet aspect-là, il y a le côté finalement un peu propagandiste, hein. Mais je pense que ce qui fait finalement l'une des grandes forces du cinéma américain, et qui fait qu'il est là aussi depuis aussi longtemps, c'est qu'il a une formidable capacité de critique, finalement, de ce qui s'est passé, de ce qu'il a lui-même fait, et qui est finalement la plus grande différence avec un système cinématographique d'un État totalitaire. On en reparlera probablement dans la prochaine partie, mais c'est aussi ça qui fait la force du cinéma américain, c'est qu'il est capable de se critiquer. Alors évidemment, il a des moments où il est complètement abasourdi par des événements immenses. Là, je pense principalement au début de la décennie 2000, avec les attentats du 11 septembre. Là, c'est vrai que c'était très compliqué. En tout cas de moi, ce que je connais, j'ai moins la connaissance fine de vous deux, mais sur ce qu'on voyait dans les séries, les films, principalement 24 heures chrono, hein, enfin, c'était quand même une défense de la torture, mais assez exceptionnelle. J'ai re-regardé justement certaines saisons pour préparer la conférence, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable. Et de l'autre côté, là, depuis, on va dire, à peu près les années 2008-2010, une formidable capacité à se remettre en question, avec des séries comme Homeland, oui, exactement, ou alors une série que je trouve très intéressante aussi, comme The Americans, où là, pour revenir à la définition de l'autre, ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit la guerre froide, mais à travers les yeux de soviétiques habitant aux États-Unis. Et il y a aussi le fait que ça soit les héros de la série, donc forcément, il y a un phénomène d'attachement du téléspectateur aux héros. Et donc, je pense qu'il y a plus d'un Américain qui ont dû se dire « Oula, je suis en train de m'attacher à des espions soviétiques. » Donc... Il y en a un qui aime bien les États-Unis. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est aussi ça qui fait la force du cinéma américain. Il n'y a évidemment pas que ça, il y a sa force de frappe économique, l'avantage du first comer, etc. On en reparlera, mais il y a cette capacité d'autocritique qu'on ne voit pas pour l'instant dans les concurrents. Alors moi, si vous me permettez, j'aurais bien aimé revenir du coup sur la question initiale et ensuite répondre aux autres questions qui ont été posées, c'est-à-dire refaire une sorte de petite note de synthèse sur ce qui s'est passé. Non, d'un point de vue chronologique, justement, des liens entre le hard power américain et Hollywood, et puis juste une réflexion sur peut-être la différence entre soft power et propagande, et dans le cas hollywoodien, enfin, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors, simplement juste pour
apporter quelques faits sur les liens entre le hard power américain et Hollywood. Clairement, depuis quasiment le début du cinéma, les États-Unis, c'est-à-dire le gouvernement américain, et notamment le Pentagone, a bien compris l'intérêt de collaborer avec Hollywood, collaborer avec cette fameuse usine à rêve dont parlent Bosseno et Gestenkorn. L'idée, comment on la soutient? De plusieurs manières possibles. Soit un soutien financier, ce qui est souvent le cas, soit un soutien stratégique dans la production, par exemple prêter des avions de chasse ou voilà, mettre l'armée de l'air à disposition. Enfin, c'est quand même vous imaginez que c'est des sommes qui sont assez incroyables. Donc quand on a des prêts de la part de l'armée de l'air, ça facilite la production d'un film, par exemple. Et ce soutien était un moyen privilégié de soigner l'image de l'armée auprès du public. Et du coup, d'un point de vue national, de favoriser, d'une certaine manière, aussi la politique de recrutement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des périodes, début du XXe siècle, dans les années 1920 à peu près, même 1915, c'est des périodes qui sont tendues d'un point de vue géopolitique, et du coup, voilà, ce besoin qui est assez important. Donc l'armée de terre a collaboré en 1915 sur le tournage de Naissance d'une nation, et l'armée de terre, du coup, a alloué des moyens techniques et aussi une aide logistique en vue de la réalisation du film. Par exemple, premier exemple, qui est, il me semble, assez important. On peut aussi évoquer la coopération de l'armée de l'air, durant l'entre-deux-guerres notamment, dans le tournage du film Wings de William Wellman en 1927. C'est un film qui exalte l'héroïsme des combattants américains, et l'idée pour les États-Unis et pour le gouvernement américain, c'est aussi de préparer l'opinion publique à une possible entrée en guerre. Donc, bon, on voit quand même le lien politique qui est assez clair. Alors, bien sûr, et on l'a dit, les relations entre l'industrie du cinéma des États-Unis et le pouvoir n'ont pas toujours non plus été cordiales. C'est une histoire qui est complexe, qui est changeante. Au début des années 50, durant le macartisme, Hollywood fut notamment considéré comme un nid communiste. Il y a plusieurs réalisateurs qui ont été blacklistés, souvent, en tout cas parfois, contraints à l'exil en Europe. Charlie Chaplin est évidemment l'un des exemples les plus connus. Les tensions entre l'industrie du cinéma et Washington, elles ont également été importantes pendant la guerre du Vietnam. Et je pense que vous avez peut-être tous des films et des images en tête. C'est une période qui est reconnue comme étant aussi une période contestataire de la part de Hollywood. Et puis, en 1986, un film dont on a parlé, du coup Top Gun, qui a été filmé donc sous la présidence de Reagan, qui a relancé les relations de coopération entre Hollywood, le Pentagone et puis Washington. Alors, bien sûr, le cinéma hollywoodien se veut et est dans plein de moments critiques envers le pouvoir étatique, et bien sûr certains films dénoncent clairement le pouvoir américain. Je pense aux nouvelles Hollywood, par exemple. Je pense aussi, d'une certaine manière, au documentaire de Michael Moore, également. Et puis le nouvel Hollywood, c'est dès les années 60. C'est un mouvement qui a voulu déconstruire et s'affranchir des conventions établies. Malgré tout, malgré des exemples, et il n'y a pas que ça, les exemples sont pléthores, mais malgré tout, l'association entre Hollywood et Washington reste présente, et reste présente encore aujourd'hui. On le voit dans les années 90-2000, des films sur la Seconde Guerre mondiale, comme Wind Talkers, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, peut-être plus Pearl Harbor, plus grand public, qui ont à nouveau été aidés par le Pentagone, des aides logistiques. Et puis, depuis le 11 septembre et depuis le choc qu'a suscité cet acte terroriste, il y a eu à nouveau un rapprochement entre Hollywood et Washington. Et par exemple, lors de la projection, l'avant-première de The Sum of All Fears, la Maison-Blanche et des officiels de la Maison-Blanche ont été invités à participer à l'avant-première. Et donc ça a été aussi l'une des premières fois où clairement il y avait une sorte d'affichage un peu sans complexe, de mise en avant de ces liens entre Hollywood et puis le gouvernement américain.
Ce film-là, The Sum of All Fears, c'est une œuvre qui célèbre l'efficacité des agents de la CIA face à la menace terroriste. Donc, après le 11 septembre, c'était méritoire de bah, vanter voilà, la capacité évidemment, des agents américains. c'est l'objectif. Ils osent tout. Donc bon, voilà, c'était pour revenir sur ce que vous disiez sur Jean-Michel Valentin et l'idée de ce complexe militaro-cinématographique dont il parle. En effet, la multiplication des relations entre le pouvoir, l'armée et le cinéma peut attester d'une certaine manière de ce complexe militaro-cinématographique. Ceci dit, et du coup, pour répondre à la deuxième peut-être partie sur la question entre propagande et soft power, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est bien dans les moments où en fait le cinéma américain réussit à s'abstraire de ces logiques politiques, de la mainmise de Washington et des choses qui sont absolument outrancières dans les connivences, que en fait l'outil de séduction hollywoodien et américain marche à plein. C'est-à-dire que là où la propagande s'efface, le soft power intervient. Joseph Nye disait que la meilleure propagande est l'absence de propagande. Bah, en l'occurrence, avec Hollywood, typiquement, je pense que les moments où le cinéma américain réussit à aller outre l'image vraiment propagandiste et plutôt diffuser des valeurs, donc c'est plus doux, hein. L'idée de l'American Way of Life, l'idée du happy end, enfin certaines choses qui sont structurantes dans le cinéma américain et aussi dans les séries américaines, puisque on pourrait aussi parler, du coup on parle de Hollywood, mais je pense qu'il y a des choses très importantes, par exemple des séries comme Friends, comme Gossip Girl, comme Beverly Hills, enfin ce sont des séries qui, à mon avis, structure l'imaginaire cinématographique et sériel à l'international et qui, pour le coup, ont aussi un impact très important en termes de soft power et peut-être plus, en effet, que des films comme Pearl Harbor ou comme Top Gun, enfin Top Gun d'une autre manière, en fait. En effet, peut-être qu'il a manqué la cible, mais on a eu une autre grâce aux icônes cinématographiques et notamment aux stars, qui sont aussi des outils du soft power. Moi, ce qui me différencie de Jean-Michel Valentin, c'est que lui s'est fixé uniquement sur la période de la guerre froide. C'est-à-dire, il articule son analyse autour du rapport entre Pentagone et Hollywood. Moi, je pense que c'est le problème, il est beaucoup plus large que ça. Hollywood a joué le rôle de valorisation de la société américaine. L'homme important à Hollywood, c'est le producteur. C'est celui qui dit, voilà ce que le public attend. Et alors, ce que le public attend, ça va donner des stéréotypes, si vous voulez, qui sont répétitifs, encore une fois, dans la masse des films. Et alors, quand il s'agit de toucher à la guerre, c'est-à-dire au rapport avec l'autre, alors là, vous entrez dans une société où on confond le film à usage interne et le film à usage externe. Ce sont les meilleurs qui sont exportés, hein, je vous rassure là-dessus. Quand vous êtes aux États-Unis et que vous regardez la télévision en continu, vous en sortez totalement abruti. Parce qu'encore une fois, ce qui est exporté, c'est ce qui est exportable, c'est-à-dire ce que d'autres peuvent comprendre. Pensez que c'est un pays dans lequel la moitié des congressistes n'ont pas de passeport. C'est un pays qui est totalement fermé sur lui-même, les États-Unis. Et le cinéma a pour vocation d'expliquer que c'est la meilleure des sociétés du monde et que l'autre, qu'il soit noir, indien, jaune, basané, arabe, ça ne peut être qu'un envieux, une menace, un jaloux ou un ennemi. Dans le rapport à la guerre, c'est absolument fascinant parce que autant le cinéma américain est critique quand il est à l'intérieur, il a cette capacité extraordinaire à aborder des sujets qui montent au plus haut niveau de l'État, à mettre en question le pouvoir de la présidence, le rôle de la CIA, etc. Autant quand il s'agit de guerre externe, il est dans un discours totalement patriotique. Pour les films sur le Vietnam, par exemple, qui ont été faits à peu près 20 ans après la fin du Vietnam, c'est-à-dire à peu près autant de temps qu'on en a mis, nous, à parler de la guerre d'Algérie. Bon. Vous ne voyez jamais la légitimité du combat des Vietnamiens. Jamais. Tous ces films sont tous sur la douleur du combattant américain. Soit parce qu'il devient dingue comme Marlon Brando dans Apocalypse Now, soit parce que c'est la douleur du combat qui finalement se trouve devoir faire des choses ignobles, etc., etc. Mais vous n'avez jamais la légitimité de l'autre. Alors ne parlons même pas de films concernant l'Irak. Je reviendrai sur American Sniper, parce que c'est absolument prodigieux, ce film. Alors, la typologie du film de guerre américain est très simple. Vous avez le héros américain, c'est-à-dire, en fait, c'est un cow-boy, il vise juste avec une pétoire. Par contre, aujourd'hui, vous les trouvez avec des mitrailleuses lourdes, et il rate tout le monde. Il tire pendant 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être de la propagande pour la NRA. Mais vous avez un type qui vous tue une mouche à 20 mètres dans un western, et par contre, quand vous les voyez 50 ans plus tard, ils sont incapables de toucher une truc. Ils trouent une bagnole avec 250 coups de feu avant d'arriver à toucher quelqu'un. Bon. Donc, le héros, il est d'abord un combattant. Mais attention, il y a la différence entre les réalisateurs qui ont fait la guerre et ceux qui ne l'ont pas fait.
Oliver Stone est un type qui a fait la guerre. Il s'est engagé justement après au moment du Vietnam. Et donc, quand il filme la guerre, il la filme comme elle se passe. Il y a des réalisateurs pour lesquels c'est la règle cinématographique qui l'emporte. Vous avez une contradiction entre ce que Clausewitz appelle le brouillard de la guerre. Le brouillard de la guerre, c'est que vous faites gaffe quand vous êtes dans une guerre à ne pas vous faire tirer ni par vos camarades, ni par les types en face. Donc vous êtes couché par terre. Dans les films de Rambo, vous ne l'imaginez pas couché par terre. Il est debout avec une mitraillette dans chaque main, il tire sur tout le monde, il n'est jamais touché, il tue plein de gens. C'est une contradiction totale entre la réalité et ce qu'on vous en représente. Je reviens sur Rambo 2. Alors effectivement, Rambo 1, c'est un formidable film sur le drame des anciens combattants qui rentrent au Vietnam et à qui la société américaine fait porter la responsabilité de l'échec, parce que la défaite est insupportable. Bon, vous avez vu dans quel état il laisse le village, hein, après quand même, parce que ça, on l'a fâché, donc vous avez vu, il détruit quasiment la totalité du village. Rambo 2, il redevient combattant. Il retourne au Vietnam, 20 ans après les accords de Paris, pour libérer des pilotes qui, ces salauds de Vietnamiens, ont toujours gardé prisonniers. Il tue 76 personnes dans ce film, je les ai comptées. 76. Vous imaginez qu'on fasse un film comme ça sur un ancien combattant d'Algérie qui retourne en Algérie, qui tue 76 Algériens? Ce serait politiquement inadmissible. Mais aux États-Unis, c'est normal, on tue du jeune, c'est pas un problème. Bon, alors ensuite, vous avez le super-héros, là on est passé dans la catégorie au-dessus avec Rambo. Bon, c'est vrai que Rambo, il déconne un peu, parce que vraiment, il exagère, il fait la libération de l'Afghanistan tout seul. Cela dit, nous, on a BHL qui nous a écrit 2 fois comment sortir de la crise afghane. Donc moi, dans La fabrication de l'ennemi, j'ai proposé qu'on fasse un couple Stallone-BHL, parce qu'à eux deux, ils régleraient la crise afghane, si vous voulez. Mais vous vous rendez compte que chaque société a ses travers d'explication. Alors, évidemment, chez les Américains, il vaut mieux qu'il y ait des armes, c'est quand même plus... Alors, il y a un site américain extraordinaire qui, chaque année, donne un brevet au film qui a tué le plus de monde. Je ne sais plus, je le cite dans mon bouquin. C'est un film qui, chaque année, délivre, parce que c'est tellement excessif, si vous voulez, la capacité du super-héros américain. Et alors là, maintenant, il a fait une bande de retraités avec Expendable, où là, ils sont une dizaine, si vous voulez, et alors ils entrent dans un pauvre pays d'Asie centrale qu'ils ont nommé, je ne sais plus, le Kazakhstan ou un nom comme ça, pour ne pas le désigner précisément. Mais quand ce pauvre pays a fini de voir passer les Expendables, il est ruiné. Ils abattent les hélicoptères, ils abattent tout. Enfin, je veux dire, c'est un rapport à la violence qui est totalement inadmissible. On verrait ça dans un film de propagande soviétique, on dirait, mais vraiment, ces types sont incapables de faire un film correct. Alors, j'insiste sur un mot. La propagande, c'est simplement de la publicité politique. Et quand on dit publicité, c'est de la propagande commerciale. On ne faut pas se figer sur le fait que c'est un film de propagande ou pas. C'est un film de valorisation du modèle américain. Alors, j'en termine là-dessus sur 2 épisodes. American Sniper. Cet homme, Chris Kyle, a été victime d'une injustice. Parce que lui, il prétend qu'il a tué 255 Irakiens, alors qu'on ne lui en a accrédité que 160. Un fusil à longue portée, comme celui qu'utilise Kyle dans la réalité et le film, il tue quelqu'un à peu près de la hauteur de l'Arc de Triomphe jusqu'en bas des Champs-Élysées. C'est-à-dire, c'est un type qui n'a pas fait la guerre. C'est un type qui ne voit jamais les ennemis qu'il abat. Et c'est un type qui ne peut pas souffrir du syndrome post-traumatique. Or, le film de Clint Eastwood oublie une partie absolument essentielle du truc. D'abord, Kyle retourne 4 fois en Irak, c'est-à-dire probablement il s'emmerde chez lui. Hein. Bon. Deuxième chose, il a un certain nombre de gens qu'il ne voit jamais. Troisième chose, quand il va rentrer aux États-Unis, il va effectivement soigner des anciens combattants qui, eux, ont le syndrome post-traumatique. Et c'est un de ces anciens combattants qui, probablement, en ayant marre qu'il raconte ses exploits, finit par le tuer. Or, toute cette partie du film n'est pas traitée. Parce qu'encore une fois, le héros doit mourir dignement, mais on ne sait pas comment il meurt. Rendez-vous compte que Audie Murphy, qui était le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait une petite carrière cinématographique, est devenu fou parce qu'il souffrait du syndrome post-traumatique. Mais à Hollywood, vous ne pouvez pas faire d'une vedette de cinéma dire qu'il devient fou, surtout si c'est un ancien combattant. Donc il a disparu purement et simplement. Encore une fois, vous avez une mythologie qui est une mythologie du rapport à la violence, qui est totalement construite, qui n'a rien à voir avec la guerre, et qui fait que des Américains, qui encore une fois sont très centrés sur leur propre société, pensent que le rapport à l'autre est une forme de la violence qui va se faire sans difficulté. Et effectivement, quand vous avez... Je vous en cite encore un dernier exemple, parce que je les trouve tous très truculents. Homeland. Homeland, il voulait faire un des épisodes devait se passer en Syrie. Bon, c'était difficile de tourner en Syrie, donc il tourne en Afrique du Sud, ce qui est normal. Et donc en Afrique du Sud, il recule quelques Arabes locaux pour jouer les méchants, pour jouer les terroristes qui vont effectivement, ils vont gueuler tout le temps, ils vont menacer, etc. etc. Bon. Les jeunes Arabes trouvaient quand même ça un peu excessif, mais enfin c'était payé, donc ils acceptent. Et puis on leur demande comme prestation annexe de mettre des tags sur les murs à bas l'impérialisme, à bas le sionisme, enfin vous imaginez tout l'état. Quand l'épisode est passé dans le monde arabe, ça a été un immense éclat de rire, parce que les types avaient écrit sur les murs « Ne regardez pas cette série, c'est une série raciste ». Les types de l'équipe de production, il n'y en avait pas un qui parlait l'arabe. C'est-à-dire que l'arabe, comme a été l'indien, comme a été le noir, comme a été le jaune, c'est un autre.
C'est un type auquel on ne reconnaît aucune légitimité. Et c'est ça qu'on appelle de la publicité politique. Très bien, donc maintenant nous allons passer au cinéma américain et donc le soft power, parce qu'il y a une autre question qui se pose aujourd'hui au XXIe siècle, c'est l'avenir du soft power américain face à la montée de nouveaux acteurs, je pense notamment à la Chine. En 2016, un groupe, l'un des plus importants groupes chinois a racheté pour $1 milliard la société Dick Clark Productions. C'est la société qui est en charge de la cérémonie des Golden Globes. Ils ont acheté cette même année une autre compagnie a acheté pour $3,5 milliards le studio Legendary, qui est producteur de la trilogie Batman par exemple de Nolan, mais aussi de Pacific Rim ou Godzilla. Donc est-ce que le soft power américain est-il menacé par cette montée des nouveaux acteurs? Il n'y a pas que la Chine, il y a aussi d'autres acteurs internes aux États-Unis comme Netflix qui casse les codes et qui boycottent Hollywood. Dans les statistiques, il y a moins de 25 films d'avant 1950 qui sont sur cette plateforme. Et il y a aussi toutes ces séries qui contestent l'hégémonie hollywoodienne. Donc, quelle vision du soft power aussi américain avez-vous pour ce 21e siècle? Quelles évolutions? Est-ce que Hollywood va s'adapter face à ces nouveaux acteurs? Je vais commencer. Oui, c'est bon. Je vais commencer sur ce sujet. Oui, en effet, vous avez donné des chiffres sur des rachats qui sont assez intéressants. Alors, pour répondre assez simplement et après rentrer un tout petit peu dans le détail, je ne pense pas du tout que l'émergence des nouveaux acteurs menace le cinéma américain ou hollywoodien. Alors l'hégémonie peut-être, mais en tout cas pas particulièrement les valeurs d'Hollywood, parce que, alors d'autant plus Netflix, qui à mon avis est une formidable plateforme. Alors Hollywood en tant que outil de production cinématographique de Los Angeles, peut-être, mais pas Hollywood en tant que image des États-Unis dans le monde. Au contraire, je pense que c'est une plateforme qui est absolument parfaite pour continuer et renforcer encore ça. Enfin, il me semble, mais du coup, on pourra en discuter. Par contre, sur le fait que des nouveaux acteurs émergent, ça, clairement. Et alors, vous parlez de la Chine, moi, c'est plus mon dada, donc je peux en parler plus aisément. Alors oui, ce qui est très intéressant par rapport à la relation justement cinématographique entre les États-Unis et la Chine, c'est juste quelques chiffres pour que vous cerniez l'évolution. En 2003, le box-office américain, la totalité du box-office américain, donc les recettes du cinéma aux États-Unis, c'était de l'ordre de 9,19 milliards de dollars pour l'année 2003. Donc, bon, très, très bon chiffre, hein, évidemment, premier box-office mondial. La Chine, son box-office, donc sur le territoire chinois, c'était 140 millions de dollars. Donc, vous voyez, il y a quand même un gap énorme. En 2017, donc quelques années après, 14 ans après, les États-Unis, leur box-office, 11,1 milliards de dollars. Donc vous voyez, on est assez proche du 9,19 milliards de dollars de 2003. C'est toujours le premier box-office mondial. La Chine, 8,6 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'elle est passée de 140 millions de dollars en 2003 à 8,6 milliards de dollars en 2017. C'est une montée qui est incroyable. C'est évidemment la plus grosse progression que n'importe quel pays dans le monde ait vécu en termes de box-office. La croissance du marché, entre 2017 et 2016, pour les États-Unis, c'était 0,9%, donc une petite croissance qui est très bien. Pour la Chine, la même croissance du box-office entre 2016 et 2017, c'est 14,3%. Donc pour vous montrer qu'on est vraiment sur des augmentations exponentielles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Chine devient de plus en plus attractive pour les films américains. C'est-à-dire que Hollywood a envie de pouvoir diffuser ses films en Chine. C'est un territoire qui consomme de plus en plus de cinéma, et c'est aujourd'hui le deuxième box-office mondial, juste derrière les États-Unis. 15 nouveaux multiplex ouvrent chaque jour en Chine. C'est pas rien. Il y a plus de salles de cinéma aujourd'hui en Chine que de salles de cinéma aujourd'hui aux États-Unis, depuis un an. Donc, bon, on assiste à une transformation totale de ce qui est en train de se passer dans le monde cinématographique. Donc, évidemment, désormais, Hollywood lorgne
sur la Chine, lorgne de plus en plus. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Hollywood va vouloir diffuser des films en Chine. Mais problème, c'est qu'en Chine, on ne peut pas diffuser un film comme ça. En Chine, il n'y a que 34 films étrangers par an qui peuvent être diffusés sur les écrans de cinéma. Donc c'est un protectionnisme culturel. Alors comment on fait quand on est les États-Unis et qu'on a évidemment envie de profiter de ce box-office incroyable, de cette manne financière incroyable? Il y a plusieurs possibilités. De toute façon, pour pouvoir faire partie des 34 films par an, première chose, il ne faut pas parler mal de la Chine dans ces films. Hein. On n'a pas intérêt à avoir un discours critique sur la Chine dans un film pour y aller, hein, ça c'est sûr. Deuxième possibilité, c'est de contourner le quota des 34 films. Comment fait-on? Eh bien, en coproduisant, en créant une coproduction sino-américaine. C'est d'ailleurs pour ça que, quand vous parlez du rachat de Legendary Pictures, par exemple, ça profite bien sûr à Wanda, qui est l'organisme chinois, le distributeur chinois qui l'a racheté, mais ça profite aussi aux États-Unis, qui du coup, en ayant une part de financement chinois, va pouvoir beaucoup plus facilement accéder au marché chinois. Comment on fait pour être une coproduction quand on est les États-Unis? Eh bien, il y a 3 choses à respecter. La première chose, c'est de tourner une partie du film en Chine. La deuxième chose, c'est qu'il y ait des acteurs chinois dans le film. Et la troisième chose, c'est qu'au moins un tiers des investissements soient des investissements chinois. Ça veut dire, à nouveau, que, évidemment, tout ça, pour avoir le statut de coproduction, on passe par la censure du SARFT, le SARFT, qui est l'administration d'État sur la radio, la télévision et le cinéma. Et donc, à nouveau, on ne peut pas avoir un discours critique sur la Chine si on veut avoir le statut de coproduction. Donc, vous voyez que là, à nouveau, hein, le rapport entre cinéma et politique, il est tout trouvé. Et alors là, quand on parle de soft power, du coup, je bascule un petit peu du soft power américain pour parler du soft power chinois, mais finalement, vous vous rendez bien compte que là, on atteint le dernier stade, le stade ultime de réussite du soft power pour la Chine. C'est-à-dire que c'est le moment où un autre pays se met à produire un discours qui vous est bénéfique, sans que pour le public, hein, la grande majorité du public, il y ait une potentielle idée de propagande, puisque ce sont des Américains qui vont avoir un discours sur les Chinois, qui ne sont pas historiquement leurs copains, qui va être hyper bénéfique et hyper valorisant. Et juste, je termine en vous proposant de revoir des films qui ont obtenu le statut de coproduction, par exemple, à l'aune de ce que je viens de vous dire. Et je vous parle, par exemple, de gros blockbusters comme Battleship, qui est sorti il y a quelques années, où ce sont les autorités de Hong Kong qui ont découvert que la menace qui pesait sur la Terre était une menace extraterrestre et donc qui va réussir à sauver le monde. Au film Des saumons dans le désert, qui est issu d'un roman à la base, mais dans le film on rajoute des ingénieurs chinois qui vont construire une infrastructure absolument magnifique, et du coup on va louer les performances de ces ingénieurs fabuleux. Dans 2012, où la Maison Blanche explique que les scientifiques chinois sont des visionnaires parce qu'ils ont trouvé un moyen de sauver une partie de l'humanité. Dans Seul sur Mars, le dernier film, là, pas le dernier, mais avec Matt Damon, où c'est la CNSA, c'est-à-dire l'équivalent chinois de la NASA, qui propose à la NASA d'envoyer une fusée pour un ravitaillement sur Mars et qui va finalement permettre de sauver Matt Damon. Dans Transformers, où la Chine vient au secours de l'humanité. Dans X-Men, où c'est l'actrice Fan Bingbing, qui est une grande star en Chine, qui va finalement sauver les X-Men en se sacrifiant, mais elle va être ramenée au monde par une sorte de faille temporelle. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Je termine par Iron Man 3, qui est sur le personnage mythique du mandarin dans le comics de Iron Man, qui est le méchant d'Iron Man, qui est un méchant... voilà. Eh bien, dans la version cinématographique, le mandarin, c'est plus du tout un Chinois,
malgré son nom. C'est un Britannique féru d'art et de littérature chinoise, qui est un peu fou et qui va du coup devenir... C'est un acteur qui va servir les intérêts de terroristes. Du coup, le côté vilain chinois, qui est quand même quelque chose de très important dans l'imaginaire cinématographique américain, est complètement éludé, mis de côté, pour, au contraire, pas blesser les Chinois et du coup les intérêts aussi américains en Chine. Donc, du coup, vous voyez, j'ai un peu dévié, mais il y a vraiment, alors oui, pas forcément une menace pour l'hégémonie du cinéma, mais en tout cas une transformation, à mon avis, des codes du soft power à travers la relation qu'entretient aujourd'hui la Chine et Hollywood. Merci. Oui, je vais revenir un peu à cette notion de l'autre. Et effectivement, c'est vrai que dans la plupart des films américains, en fait, films et séries, s'intéressent assez peu à l'autre en tant que tel. Ils sont pas là pour le définir. Mais justement, je me demande si en fait, c'est pas normal. Parce que c'est peut-être pas leur boulot. C'est le cinéma américain, ils racontent des histoires pour les Américains. Ils parlent de leur pays et effectivement, ils sont très renfermés sur eux-mêmes. Donc, c'est peut-être pas non plus leur boulot. Alors, parfois, c'est vraiment caricatural. D'autres fois, ils sont plus fins sur la relation à l'autre, mais c'est peut-être pas leur travail principal. Et donc, c'est peut-être assez normal dans ce domaine-là. Et pour aller donc plus précisément à l'extérieur du point de vue géopolitique, il faut aussi regarder quelle est la définition de l'autre par les concurrents du cinéma américain. Et là, honnêtement, si vous prenez la Chine comme principal concurrent, bon, déjà, on n'a pas beaucoup de données, hein, l'échantillon est quand même assez mince par rapport à l'échantillon américain. Et honnêtement, là, il y a eu un film qui est sorti ces derniers mois sur peut-être que le nom m'échappe du film, mais un film qui a fait un carton chinois qui raconte un soldat chinois qui arrive en Afrique. Oui, voilà, exactement. Honnêtement, le film n'est pas d'une finesse exceptionnelle, hein. Enfin, globalement, c'est un Chinois qui arrive en Afrique et qui sauve l'Afrique des Américains, évidemment. Mais voilà, la définition de l'autre est très très sommaire aussi. Et j'ai hâte de voir, enfin j'ai hâte de voir un film chinois critique sur la situation des Ouïghours, la situation des Tibétains. Honnêtement, je pense que ça sera encore pire que la pire propagande américaine sur les Indiens. Donc, c'est pas possible de faire ce film, exactement. Mais voilà. Ça ne sortira pas en Chine. Exactement. Voilà. Et c'est justement, c'est donc mon dernier point que j'ai abordé tout à l'heure, c'est en fait ça qui fait la principale force du cinéma américain, c'est leur capacité d'autocritique, de se remettre en question. Et à chaque fois qu'il y a un gros raté du cinéma américain, par exemple le fait de soutenir la torture, quelques années plus tard, ils vont se rattraper avec des séries et des films qui parlent de manière beaucoup plus nuancée de ces techniques d'interrogation. Là, vous avez vu, ils viennent de sortir Black Panther. Mais ça, c'est parce qu'il y a 2-3 ans, aux Oscars, eh ben, il y avait eu une sorte de... Enfin, c'est même pas une sorte, c'est un mouvement qui dénonçait le fait que les Oscars et les associations américaines étaient trop blanches. Ben voilà. Mais c'est normal que ça prenne 2-3 ans, c'est le temps de faire un film globalement. Et de trouver aussi des acteurs noirs qui soient assez connus dans le monde entier pour faire un gros blockbuster. Et voilà. Et là, bah, vous pouvez être sûr que dans 2, 3 ou 4 ans, il va y avoir au moins un gros blockbuster sur le féminisme. Et c'est pour ça qu'ils sont très très forts, parce que du coup ils vont réussir à faire un film où ça va les remettre dans le...
Oui, probablement, oui, effectivement. Et voilà. Et c'est ça, pour l'instant, qui manque clairement aux concurrents chinois. Alors, on parle beaucoup de la Chine, principalement parce que c'est le marché le plus gros, avec les États-Unis, hein, le cinéma américain. Pourquoi ils en sont là aussi? C'est parce que, le cinéma, c'est une industrie de coûts fixes énorme. Donc voilà, ils ont l'avantage du first comer, ils ont déjà toutes les infrastructures, etc. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, comme on disait, les Chinois, ils réinventent pas la roue, hein. Ils rachètent beaucoup des entreprises américaines. Ils sont là aussi parce qu'ils ont un énorme marché intérieur de plus de 300 millions de personnes et que ça leur permet de rentabiliser les films aux États-Unis avant de partir. C'est ce que nous, on n'est pas capable de faire en Europe parce que pour l'instant, notre marché du cinéma n'est pas du tout unifié et donc un film français, pour qu'il soit rentable auprès de 65 millions de personnes, c'est beaucoup plus compliqué que 320 millions. Donc peut-être que si on avait un marché cinématographique européen unifié, je pense qu'on ferait des films de meilleure qualité parce qu'on a quand même un peu plus le sens de la nuance en général. Mais bon, ça c'est une conjecture. Pardon. Oui, non, après je vais toujours continuer sur le même mode, je suis désolé, mais après oui, c'est juste que peut-être pour préciser, c'est qu'on a l'impression dans nos dialogues aussi d'être en train d'essentialiser une entité qui serait Hollywood. Après, c'est tout un ensemble, c'est des cinéastes très différents, des trajets très différents, etc. Et justement, par rapport à Netflix, c'est que je trouve que aussi il y a évidemment ça pose question, toute une série de positions, voilà, même la puissance financière et de diffusion de Netflix peut poser problème. Après, c'est aussi l'occasion. En fait, c'est que Hollywood et le cinéma américain a toujours été un lieu qui a su se reconfigurer. Et par exemple, voilà, je pense vu l'importance des séries actuellement, on aurait dit la même chose, on aurait dit ce qu'on est en train de dire sur Netflix, d'HBO à l'époque, et qui a été un creuset vraiment d'une grande créativité, d'une grande libération aussi de certaines représentations. Donc je pense qu'il y a aussi, alors ça dépend évidemment, je ne suis pas devin, mais il y a aussi des lieux pour de nouvelles expressions, de nouvelles formes qui peuvent se créer grâce à Netflix. Après oui, ça n'empêche pas que ça peut poser problème. Par exemple, alors bon, c'est quelqu'un de très connu, donc il n'a pas besoin de Netflix pour faire des films ou des séries, mais Fincher, sa dernière série sur Netflix, et on voit que là, il a trouvé quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas pu trouver lorsqu'il fait financer ses films par des plus gros studios, etc. Donc après, oui, ça peut poser problème, mais je pense que ça va être aussi un moyen un lieu aussi où peut y avoir des choses différentes et un peu intéressantes qui vont se passer, quoi. Je comprends votre question, mais rappelez-vous qu'on se posait la même question quand les Japonais rachetaient Hollywood. Bon, on a vu les effets. Hollywood est une machine de savoir-faire. Et donc, je ne vois pas un capitaliste chinois peser sur ce savoir-faire. Encore une fois, un type qui investit dans un système de production de cette qualité, évidemment, ce qu'il veut, c'est que ces films rapportent de l'argent. Donc, qu'on matine un peu quelques films américains avec des acteurs, Jackie Chan pour faire apparaître un Chinois, Gong Li pour faire apparaître une superbe créature, etc., c'est pas un problème. Ça n'enlève rien au fait que c'est un investissement capitalistique. J'insiste sur ce fait parce qu'à chaque fois qu'il y a eu, si vous voulez, un cinéma particulièrement raciste à l'encontre des Noirs, des jeunes, des basanés, etc., les associations ont beau militer politiquement, Hollywood n'a changé que quand ces associations menaçaient en tant que consommatrices. C'est-à-dire quand ils menaçaient de boycotter un film, à ce moment-là, les producteurs changeaient. Mais sinon, pour le reste, ils pouvaient sortir des films en série, encore une fois, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est la masse. Ils pouvaient continuer à sortir des films alors qu'il y avait le mouvement des droits civiques aux États-Unis, et le noir était toujours le pauvre type qui était soit le serviteur, le cireur de pompe ou la mama. Bon. Donc on est sur des systèmes, encore une fois, qui ne sont pas idéologiquement pensés, c'est une espèce de trend général. Alors, moi, je suis très satisfait personnellement que les Chinois commencent à faire des films de qualité aussi, à côté de mauvais films. Simplement, nous, on regarde surtout les mauvais films chinois parce qu'on pense que c'est de la propagande. Il y a du cinéma indien. Alors moi, j'ai pensé à un film indien extraordinaire qui était une caricature du cinéma américain dans lequel le héros, à un certain moment, a à la place du sexe un pistolet et effectivement, il tire avec son sexe. C'est-à-dire pour se moquer du cinéma américain où vous avez les armes et le sexe. Bon. C'est la plus belle critique que j'ai trouvée des travers du cinéma américain. Vous avez un cinéma iranien. Ce cinéma iranien, moi j'en ai parlé avec l'ambassadeur d'Iran ici, j'ai dit mais comment vous pouvez arriver à faire un cinéma de cette qualité avec un régime de merde comme le vôtre? Et il m'a dit c'est très simple, le cinéma, quand la révolution islamique s'est installée, on a fermé tous les cinémas.
Ensuite, il y a eu la guerre contre l'Irak. Donc on s'est rendu compte quand même que comme instrument de propagande, il valait peut-être mieux se remettre à faire des films. Bon. Et puis à la fin de la guerre, ça faisait 8 ans quand même, c'est 2 fois la guerre de 14, la guerre Iran-Irak. À la fin, ils se sont dit, ben quand même, il faut remplir la tuyauterie, les gens en ont marre, ils ont envie de penser à autre chose. Donc ils se sont mis à faire des films iraniens. Vous ne pouvez pas acheter des films américains, c'était pas possible. Vous ne pouvez pas acheter des films indiens, ils passent leur temps à danser. Donc c'était pas possible. Donc, et à montrer leur ventre en plus. Et donc ils se sont mis à faire des films. Et ils ont l'intelligence de faire des bons films. Bon. Mais allez exporter un film iranien aux États-Unis. Vous pouvez toujours courir. Vous avez une partie de la côte Est qui vous sera ouverte. C'est-à-dire que la censure, elle est culturelle. N'oubliez pas quand même ce processus d'américanisation des films à succès. Les films français qui sont là-bas, on vend les droits. On ne vend pas autre chose. Et donc, on vous américanise le film. C'est-à-dire, on vous refait le film. Nikita a été refait avec les mêmes plans séquences exactement, mais avec des acteurs américains. Un spectateur américain ne peut légitimement reconnaître un succès commercial que s'il est joué par des acteurs américains. Alors, j'en termine là-dessus. Si vous voulez, le producteur est le cas important du cinéma américain. Je reste 1 minute sur quelque chose qui est très important. Pourquoi Hollywood n'a pas fait de film anti-nazi pratiquement jusqu'en 1940 ? Pour une raison très simple, c'est que Goebbels avait menacé que si on essayait d'exporter en Allemagne, qui était le plus gros marché européen cinématographique à l'époque, un film critiquant le nazisme, il interdirait tous les films. Donc les producteurs américains se sont réunis en disant, bon écoutez, nous avons le code ICE qui justement pose comme principe qu'il ne faut pas critiquer un autre pays. Bon, on peut toujours taper sur les Indiens, sur les Noirs, sur tous les jaunes, sur les basanés, tout ce que vous voulez, mais l'Allemagne a respecté. Il a fallu que ce soit des indépendants comme Charlie Chaplin qui fassent le dictateur. Et donc, encore une fois, on est sur un système qui est politiquement censuré de l'intérieur. C'est la deuxième balance commerciale après l'armement, le cinéma américain. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, non, je ne pense pas qu'il reste suffisamment de temps pour qu'on repose une de nos questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous donner la parole à vous, si vous avez des questions à poser aux intervenants. Merci. Comment vous mettez en lien le fait que les États-Unis est un pays qui historiquement a été très très peu attaqué sur son territoire et le fait que depuis une vingtaine, même dès la guerre froide, il y a un certain nombre de films de plus en plus de films qui montrent les États-Unis comme étant attaqués. Je pense récemment à White House Down ou le film où les Nord-Coréens, par miracle, envahissent militairement les États-Unis. Donc, et il y a de plus en plus de films, ou même dans les séries, ou NCIS, tout ça, où il y a des terroristes qui parviennent à faire des gros attentats aux États-Unis. Est-ce que c'est pas une façon de légitimer leur impérialisme, eux, à l'extérieur ? Oui, vous avez tout à fait raison. Les États-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Le dernier mort de la guerre de sécession est mort en 1953. Ils n'ont pas le contingent des anciens combattants qu'on a eu après la guerre de 14-18. Pendant le second conflit mondial, les Américains ont eu autant de morts que les Russes pendant la seule bataille de Stalingrad. Donc, les Américains ne savent pas ce que c'est que la guerre. Donc, la vocation d'Hollywood est de créer de la menace pour expliquer que quand même, la menace pèse. Alors vous avez plusieurs types de menaces. Vous avez effectivement l'ennemi intérieur, c'est celui qu'on traite souvent. Ce film nord-coréen où les Nord-Coréens creusent un tunnel sous le Pacifique, il est beau, non, quand même? Ils arrivent à creuser un tunnel sous le Pacifique pour mettre des bombes atomiques sous les bases américaines. Je dirais, il fallait un type qui phosphore, un scénariste, pour inventer un truc pareil. Donc c'est ça, l'invention de la menace est une manière de dire, vous voyez, cette société est enviée, menacée, jalousée par les autres, et donc il faut toujours être sur ses gardes. Et le cinéma de guerre contribue effectivement à expliquer que la violence n'est pas très compliquée, puisqu'il suffit effectivement d'avoir Rambo. Non, il y en a d'autres quand même. Les super-héros, il n'y a pas que lui quand même. Et avec l'Expendable, ils ont régénéré quand même le cycle. Il y en a un qui est très très bien aussi, c'est Chuck Norris. J'aime beaucoup Chuck Norris aussi, parce que lui, il est très très bon. Il n'arrive pas à la cheville de Rambo, mais enfin, alors ils n'ont pas fait la guerre, hein, ni l'un ni l'autre. J'insiste sur ces deux caractéristiques. Hein. Donc ce sont des combattants de cinéma. De même, John Wayne a passé sa guerre à Hollywood. Hein. C'est pas... Par contre, vous en avez d'autres comme comment il s'appelait, le type qui a été pilote de bombardier. Il y en a d'autres qui ont fait la guerre. Et ils n'ont pas du tout le même rapport avec le récit justement de la menace, de la guerre et de la violence que représente. James Stewart, exact. Oui, juste pour compléter rapidement, il y a aussi
j'en ai parlé rapidement en première partie, mais il y a aussi la notion de sanctuarisation du territoire aux États-Unis qui est très très importante. On en parle, si ça vous intéresse, dans le premier chapitre de notre livre avec Thomas Negaroff. Là, je vais juste aborder, mais globalement, oui, je parlais de l'humilité des Américains tout à l'heure. Voilà, c'est leur territoire est béni des dieux, donc il faut le protéger parce qu'ils ont une destinée divine. Et s'ils ne le protègent pas, ils faillissent à leur mission divine. Donc il faut que le territoire soit non seulement protégé et sécurité, mais sanctifié. Donc il faut qu'il ne soit surtout pas touché. Et donc ça, on le voit, vous l'avez aussi d'un point de vue écologique. Écologique, où ils font vraiment tout ou rien. C'est-à-dire que soit ils sanctuarisent complètement, donc un parc national ou le Wilderness Act, pour revenir à ça, en 64, je crois, par Johnson, où là on touche à rien, on fait rien. Par contre, à côté, ils peuvent faire autant de puits de pétrole qu'ils veulent, gaz de schiste comme ils veulent, enfin ça, mais c'est pas grave ça. C'est vraiment tout ou rien. Et en géopolitique, c'est la même chose. Le rapport géopolitique au territoire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, et donc pour sanctuariser le territoire, en général, il y a deux solutions. Soit ils se replient complètement, et donc ils érigent des murs partout, donc physiques, commerciaux, juridiques, psychologiques, etc. Soit ils vont faire la guerre à l'étranger parce qu'il vaut mieux attaquer la menace avant qu'elle n'arrive sur les côtes. Oui, ça c'est une autre frontière, quoi. C'est quand même un pays qui a réussi à faire s'excuser publiquement un président qui s'était fait faire une pipe par une stagiaire et qui a jamais proposé que George Bush s'excuse pour avoir déclaré une guerre illégale qui a tué 100 000 personnes en Irak quand même. Donc c'est une démocratie qui fonctionne avec ses règles propres, il ne faut pas l'oublier. Et donc le cinéma hollywoodien ne vient jamais contre ses règles quand on touche à un domaine qui est sur l'autre. Il n'y a aucun film qui reconnaisse que les Irakiens aient eu des raisons de résister à la décision guerrière de George Bush. Donc faites attention à ça. Ce système, il est un système... Il y a une phrase de Stanley Hoffman qui est très intéressante qui dit l'idée nationale américaine est une perpétuelle virginité qui se régénère. C'est formidable cette phrase. Ouais, après, si on regarde alors certes, elle a très mal évolué, mais la série Homeland, par exemple, les deux premières saisons, on a quand même un soldat, alors certes, qui est conditionné, mais qui est mis dans une disposition où il amène à comprendre ce qui peut justifier des actes terroristes. Donc, c'est quand même un peu plus complexe que juste dire, alors certes, globalement, c'est problématique, mais après, il y a des endroits aussi où il y a des choses qui peuvent se mettre en place dans ces interrogations-là. Sur les Palestiniens, à ce moment-là, je l'attends. J'ai une question à poser suite aux propos tenus par Monsieur Conesa, c'est ça, juste à la fin de son intervention, enfin, quand, voilà. Je suis désolée. Donc, vous avez parlé d'Hollywood pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je pensais que si Hollywood avait été assez peu critique vis-à-vis des nazis, c'est que beaucoup de producteurs étaient de grands admirateurs, en fait, de l'Allemagne nazie. Et je pense à ce vieux réactionnaire de Walt Disney, par exemple. Et ce qui me fait rebondir sur un aspect que vous n'avez pas abordé, c'est la vision de l'autre donnée par le cinéma pour enfants. Voilà. Et peut-être que ma question s'adresse à Monsieur Bourgois plutôt. Quel était donc l'état des producteurs ou réalisateurs américains vis-à-vis du nazisme avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale? Merci. Après, c'est une question très compliquée, étant donné qu'on sait qu'il y avait beaucoup de divisions. Effectivement, alors certes, il y a Walt Disney. En plus, quand on connaît un peu le trajet de Leni Riefenstahl, qui a été la cinéaste de propagande, on sait qu'elle a été aux États-Unis, elle a été accueillie par Walt Disney, par toute une série de producteurs, de cinéastes, etc. Donc, il y a une partie qui choisit très clairement son camp de ce point de vue-là, avec des dissensions qui vont rester aussi par la suite, même évidemment pendant le macartisme, etc. Des gens comme Ward Bond, par exemple, acteur qui était très actif dans ce qu'on pourrait appeler des ligues fascistes, pour aller vite. Donc oui, il va y avoir une division. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au niveau de la migration aussi des cinéastes et une partie des producteurs allemands, puisqu'il y a toute une partie, et c'est ce qui a donné... Alors,
on essaie d'y voir justement le fait que beaucoup de films noirs américains ressemblent à des films expressionnistes allemands, etc. Enfin, donc il y a un croisement qui va se faire, et vous avez quand même des gens comme Fritz Lang, etc. Enfin, vous avez toute une partie de cinéastes plutôt, qu'on va dire, voilà, plutôt contestataires envers le régime nazi, qui vont quitter l'Allemagne et qui vont aller aux États-Unis. Et donc, en fait, disons que je n'ai pas de réponse à vous donner, étant donné qu'il y a de la division qui se crée, etc. Mais globalement, dans le système hollywoodien, il y avait une forte contestation qui se mettait en place et qui a donné de très beaux films comme Lubitsch, évidemment, le dictateur, etc., etc. Mais sans que jamais, si on essaie de se faire une image globale, alors il y a certains cinéastes, c'est connu le cas d'Hitchcock est connu, le cas de Capra, qui carrément vont accepter de faire des films pour l'armée américaine pour justifier l'intervention, etc. Mais il n'y a jamais, disons, de moments où Hollywood en tant que tel se dit « Ah ben, nous, on est de tel côté », parce que c'était beaucoup plus compliqué et les studios eux-mêmes, la plupart, étaient divisés sur cette question. Votre question est d'autant plus intéressante qu'en fait, avant-guerre, le cinéma américain hollywoodien, quand il s'agissait de l'autre, c'était le péril jaune. Hein, c'était les Chinois, c'était Dr Fu Manchu. J'insiste sur le fait que le héros du film, même quand il est méchant, c'est toujours un acteur blanc grimé. Hein. Il n'y a jamais un local, un indigène, si vous voulez. Hein. Bon. Donc on était dans cette époque-là. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Bon, je fais le côté anecdotique. Si vous voulez, les Chinois qui avaient trouvé, il y avait du mal à trouver des rôles de figurants dans les films hollywoodiens. Si vous voulez, à partir du moment où il y a la guerre contre le Japon, tout à coup, ils deviennent des Japonais. Donc, ils trouvent beaucoup de boulot d'un seul coup. Ça, c'est une grande opportunité professionnelle pour eux. Bon. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où la guerre commence, et n'oubliez pas qu'elle commence à Pearl Harbor, il a fallu en plus s'engager en Europe. Donc, le cinéma hollywoodien, qui justement avait censuré toute critique à l'égard du nazisme, est obligé de rétro-pédaler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut refaire des films pour expliquer qu'il faut aussi se battre en Europe. Parce que l'opinion avait été tellement conditionnée contre le péril jaune qu'évidemment l'effort de guerre principal normalement devait se situer là-bas. Donc on est sur cette situation étonnante où le cinéma va jouer cet effet géopolitique, enfin avoir cet impact géopolitique pour expliquer que le danger il est aussi là-bas. Donc à ce moment-là commencent les premiers films significatifs contre le nazisme. Dans votre question, c'est vrai, n'oubliez pas aussi que Hitler est le premier à penser la propagande cinématographique comme un instrument de pouvoir, c'est-à-dire qu'il crée à ce moment-là la grande société de production dont j'ai oublié le nom, l'UFA, qui va sortir de très beaux films, de films dégueulasses comme Le Juifus, mais qui sort aussi, vous savez, le baron Munchausen, etc. Et donc les producteurs américains vont s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Effectivement, Walt Disney y va, il y en a d'autres qui vont. Bizarrement, il y avait le cinéma soviétique aussi qui marchait pas mal, mais ils ne sont jamais allés à Moscou. Oui, bonsoir. Oui, je crois surtout que les États-Unis ont eu la chance de voir leur histoire commencer avec le cinéma, et pratiquement. Et ils ont eu leur histoire, ils se la sont faite au travers du cinéma. Et si on la connaît, nous, ici en Europe, c'est au travers du cinéma essentiellement. Donc ce pouvoir de l'image, ils l'ont découvert, parce que le cinéma Hollywood, on parle du développement, en grande partie il a été développé avec de l'argent de la mafia à une époque, qui elle a découvert en premier le pouvoir de l'image, c'est-à-dire qu'ils ils ont investi dans Hollywood et ils ont créé des images positives de gangsters. On a parlé de western, tout ça, mais il y a une politique, il y a une histoire intérieure américaine qui est forte. Ils se sont créés des images de western, de gangsters extrêmement favorables, les Al Capone et compagnie. Ce qui fait que le Washington a vite compris effectivement le pouvoir de l'image et a essayé de récupérer ça. Alors on a passé nous macartisme et autres, mais ils ont pris une bonne image, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ils ont pris un bel exemple de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui se passait chez les nazis, qui avaient découvert la radio dans un premier temps et immédiatement l'image derrière, puis ils ont continué à faire des films jusqu'au dernier jour, quand les Russes étaient à 3 km de Berlin, il y avait encore des troupes qui tournaient des films en Allemagne, il faut le savoir, hein, c'est vraiment impressionnant. Donc ce pouvoir de l'image qu'on a subi, il est résumé, et si on parle de l'histoire américaine, il est résumé dans le film que vous évoquiez tout à l'heure, le Liberty Valance, L'homme qui tue à Liberty Valance, quand il est dit que quand la légende est plus belle que la réalité, c'est la légende que l'on imprime. Et je crois qu'on est victime de ça en permanence. C'est le propre du cinéma, et en particulier du cinéma américain.
Vous avez d'autant plus raison que moi je reviens sur ce que je disais au début. Le récit national américain a été fait par Hollywood. Il n'a pas été fait par des manuels d'histoire. Pensez au débat que nous avons nous-mêmes pour parler de la colonisation, des places de l'islam en France, etc. Il n'y a pas ce genre de débat. Quand je discutais avec ce libraire qui me disait mais il n'y a pas de manuel d'histoire, il me disait mais nous on est un pays qui ne tournait vers l'avenir, l'histoire ne nous intéresse pas. Ça vous donne un rapport à l'histoire, mais la vraie, c'est-à-dire le travail des scientifiques, qui est totalement différent. Par exemple, vous avez aux États-Unis une quinzaine de musées sur le génocide. J'étais invité par une fondation américaine et puis je vais dans les rues de New York, je vois le musée de l'Holocauste. Je me dis alors c'est quoi? C'est le massacre des Indiens? Il me dit non, c'est le massacre des Juifs. Je dis mais attendez, le massacre des Juifs c'est nous, Européens, vous avez rien fait dans l'histoire. Enfin je veux dire, vous avez libéré mais vous n'avez pas massacré. Par contre, où il est votre musée sur les Indiens? Il n'y en avait pas. Alors je vais quand même, je continue à fouiller parce que je suis emmerdant. Je découvre un musée des Native Americans consacré aux Indiens. C'est un musée qui se trouve à la place de l'ancienne bourse du commerce dans le port de New York. Vous n'avez rien sur les guerres indiennes. Rien sur les guerres indiennes. C'est-à-dire que le rapport des Américains à leur histoire est un rapport totalement perverti. Quand je reviens sur cette ingénuité perpétuellement renouvelée, le cinéma sert à ça. Il ne leur apprend pas l'histoire, il leur apprend la mythologie officielle, enfin officielle, la mythologie courante, si vous voulez. Bonjour. Merci de votre présence. Je voulais revenir en fait sur le débat que posait M. Conessa, notre professeur d'histoire en cinéma. En fait, je suis d'accord avec vous deux sur la masse de films, la masse de films hollywoodiens qui est propagandiste, qui relaie l'Indien, le noir, à des personnages inexistants. Mais on ne peut pas tirer un trait sur ce que Hollywood aussi a pu permettre à certains artistes. Et je peux penser à Samuel Fuller, je peux penser à Sam Peckinpah, je peux penser à Kubrick avec Les Sentiers de la Gloire. Il y a eu plein de films contestataires qui ont été menés avec brio, avec une forme extraordinaire. Et c'est aussi Hollywood qui a permis cela. Après, c'est une question d'auto-éducation, j'ai envie de dire. Alors c'est sûr qu'on peut voir la grande masse des films qui servent à rien, comme vous le dites, qui apportent pas grand-chose. Mais on a le droit aussi de s'auto-éduquer et de prendre en référence des films qui ont été démystificateurs et qui ont eu un rapport à la violence, notamment, je pense à Peckinpah avec La Horde sauvage, vous le connaître. Ou je sais pas, même un film qui est extraordinaire comme White Dog de Samuel Fuller qui traite du racisme, mais vraiment extraordinaire. Bon, c'est des pépites, mais on peut pas nier et tirer un trait sur ces films-là. Voilà. Excusez-moi. Vous avez raison, Hollywood, c'est formidable, c'est une formidable usine puisque c'est capable de produire l'excellent et des films d'une grande médiocrité. Vous avez complètement raison. Moi, j'ai montré le manuscrit de mon bouquin à une amie qui était une grande cinéphile. Elle me dit, tu critiques pas Hollywood devant moi. Vous voyez la posture? Et je lui disais, mais non, je ne vais pas critiquer Hollywood, je vais critiquer les mauvais films d'Hollywood. Elle me dit, bon, d'accord, dans ce cas, ça va. Et vous, ce que vous dites est vrai. La question, c'est quel est l'impact des bons films sur la société américaine? Moi, c'est celle-là qui m'intéresse. Ma fille vit aux États-Unis, et si vous voulez, à chaque fois que j'y vais, je suis frappé de ça. Les bons films sont limités à la côte est et à la côte ouest des États-Unis. Leur public, il est là. Même les films de Michael Moore, ils n'ont pu être faits que parce qu'il a eu son succès à Cannes, et qu'ensuite le film est revenu aux États-Unis. Donc n'oubliez pas ce rapport, encore une fois, très particulier de l'opinion publique moyenne américaine, que ce soit la Bible Belt, que ce soit l'américain moyen, que ce soit la majorité silencieuse, si vous voulez, dans lesquels ils retrouvent dans le cinéma ce qu'ils ont envie d'entendre. Je vais vous citer un exemple. Ils adaptaient au cinéma un roman de Tom Clancy, dont j'ai oublié le nom, mais enfin en gros c'était des Arabes qui allaient jeter une bombe atomique sur le Super Bowl. Donc c'était l'injure suprême. Bon. On était peu de temps après le 11 septembre, donc l'association des Arabes américains va porter plainte à Washington. Vous avez écouté dans l'ambiance du moment, c'est pas très marrant. Pas de problème, on les a changés contre des communistes nazis. Donc vous voyez, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Le Super Bowl est menacé. Donc tous ces gens sont des envieux, des méchants, il y en a partout. Vous voyez, le propos, il est toujours le même. C'est pas l'ennemi qui compte. Mais cette capacité d'Hollywood à en retrouver. La dernière variation des ennemis à Hollywood, c'est l'arabo-irano-terroristo-nucléaro-musulman. Voilà, vous en trouvez partout. Vous avez trouvé dans Homeland, le mec qui s'est converti, le salaud, c'est l'ennemi intérieur. Les films de Schwarzenegger sont extraordinaires, avec le mec qui a la clé de la bombe atomique et on lui vole la clé, il s'en rend pas compte. C'est-à-dire, il est con complètement. Dans Retour vers le futur, vous avez un terroriste libyen qui d'un seul coup apparaît et il tue l'ingénieur. Vous vous souvenez de cet épisode? Et en plus, il est tellement bête qu'il n'arrive pas à faire redémarrer son camion Volkswagen. Donc, je veux dire, vous avez des images qui sont extraordinaires quand vous les regardez avec un minimum de distance. Bon, voilà. Moi, c'est uniquement les mauvais films qui m'intéressent. Merci à tous, la conférence est terminée. Donc merci à nos 4 intervenants et merci à vous d'être venus.